Bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue dans ce libre journal de géopolitique profonde. Virginie vient de vous le dire, c'est en direct. Alors déjà, j'en profite pour remercier Virginie et pour cette réalisation technique, et puis plus généralement pour son œuvre. C'est toujours un plaisir de travailler avec elle. Grand merci, reconnaissant entre autres pour ses incises musicales qu'elle compose spécialement pour nos émissions de géopolitique profonde. Je rappelle que vous pouvez la retrouver sur YouTube où elle répond au doux nom de Nini Vlam, N2E, plus loin, Vlam. Voilà. Alors, vous voudrez bien poser, chers auditeurs, vos questions, observations, remarques. La formule est toujours la même, en composant le numéro de téléphone du standard de Radio Courtoisie, où vous attend Patrice, qui est revenu spécialement de vacances pour l'occasion et qui nous transmettra vos appels comme vos courriels électroniques. Donc, profitez-en, cette émission n'est pas enregistré. Sera présent aussi durant cette émission le directeur de publication du magazine de géopolitique profonde, Raphaël Beslu, mon complice sur GPTV Actu. Nous vous accompagnons tous les midis et prochainement aussi tous les matins pour nos rendez-vous de l'actualité. Bonjour Raphaël, bien réveillé. Bonjour à tous, oui, très bien réveillé. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Courtoisie. Fidèle au poste. Alors, justement, dans ces rendez-vous de l'actualité durant l'été, parce que là, nous étions en direct sur les réseaux sociaux et sur YouTube, eh bien, nous avons évoqué la situation, entre autres, en France, en plein JO Paris 2024. Mais oui, Paris 2024, les JO, le village Potemkin, on y reviendra dans l'émission de controverse. Je me suis d'ailleurs déplacé en train, en métro. Tout est beau à Paris actuellement, c'est magnifique. Il y a un état d'esprit absolument incroyable. Enfin, je plaisante, à peine. En tout cas, nous sommes aujourd'hui dans un pays, quand on vous a laissé, avec les derniers directs, qui n'avait, disaient certains, plus de gouvernement. Moi, je dirais plus de séparation des pouvoirs. Ce principe a valeur constitutionnelle car consacré par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 est violé journalièrement dans l'indifférence générale. Il était pourtant considéré comme la première condition d'un gouvernement libre. Pour ceux qui n'ont que le mot république à la bouche. C'était l'article 19 de la Constitution de 1848. Le Conseil constitutionnel, si sourcilleux et prompt à invoquer le bloc de constitutionnalité, quand il est par exemple question du droit des immigrés, même sans papier, refuse de juger d'arrêtés, de circulaires, de décrets pris par des ministres démissionnaires appartenant alors à l'exécutif. Et par ailleurs, comme par exemple l'éphémère Premier ministre Gabriel Attal, par exemple, qui est chef du groupe de l'ex-majorité présidentielle. Darmanin, de même, en bras de chemise et sans cravate à l'Assemblée, pour contribuer à la réélection de Mme Yaël Braun-Pivet, au perchoir, continue d'assumer toutes ses missions sécuritaires durant les JO pour mieux prétendre au laurier de sa soi-disant bonne organisation. Bah oui, Moussa aime se faire mousser. Pourquoi d'ailleurs s'en priverait-il ? Ce sera donc au Conseil d'État de trancher, lui aussi pourtant si peu sourcilleux en matière de liberté publique, nous avons pu le constater, durant la crise sanitaire, confinement, QR code, limitation odieuse au droit de travailler, mais plein de rigidité obséquieuse quand il s'agit d'empêcher, avec toutes les arguties du droit et de la mauvaise foi, une simple reconduite à la frontière d'un multirécidiviste sous OQTF. Je suis vraiment désolé de rompre cette harmonie que tous les médias nous serinent depuis 2 semaines. Alors, les ministres, en réalité, ils ont tracé seuls, c'est le fait du prince et de sa cour, le périmètre de leurs compétences et de leur liberté d'action. Augustes et pleins de mansuétude, ils décidèrent, de leur propre fait, qu'ils pouvaient voter pour pourvoir aux sinécures et prébendes de leurs petits copains, mais point y prétendre pour eux-mêmes. La République des partis prévoit, assurément, néanmoins, rassurons-nous, pour nos dévoués édiles de généreux retours d'ascenseur. Nos seigneurs, et quels seigneurs, décident aussi de l'urgence dans leur charge ministérielle, comme Madame Agnès Buzyn, de sinistre mémoire, vous vous souvenez, qui avait décrété les 11 vaccins obligatoires à peine installés au ministère de la Santé durant l'été 2017. C'est le ministre en bras de chemise et son collègue, le garde des Sceaux, qui se concertent, cette fois-ci, pour pondre une circulaire de derrière les fagots permettant l'application immédiate des dispositions de la loi du 10 mai 2024 sur les dérives sectaires. Un tour de vis supplémentaire de l'exécutif, titre fièrement les médias. La chasse aux gourous du web est lancée, régime miracle, faux traitement cancéreux. On nous dit depuis le début
que cela ne concernera pas la question vaccinale. Gageons que les tribunaux administratifs comme judiciaires sauront étendre à ce domaine la garantie de nos malheureuses victimes. Les charlatans n'ont qu'à bien se tenir. Big Pharma ne partagera pas même les miettes du gâteau. Alors, de quoi sera fait la société politique de demain, tout étant maintenant bien déconstruit, comme de notre économie et de nos finances, dans un état de déliquescence avancée, elle aussi, mystère. Alors, les disrupteurs sont à la manœuvre, c'est vrai, de la sphère politique, sociale, économique, comme culturelle. Nous avons pu le constater dans un enthousiasme peu commun, à en croire les sondages d'opinion des Français, avec cette cérémonie d'ouverture des JO parisiennes 2024. Et comme cette cérémonie d'ouverture était belle, je vous avais prévenu, hein. Alors on en parlera, chers auditeurs, après 10h30, dans le libre journal des controverses, que j'aurai l'honneur donc de diriger cette semaine, Mike Borowski ayant pris quelques jours de vacances bien mérités. Le thème abordé aujourd'hui, dans ce libre journal de géopolitique profonde maintenant, l'Amérique à la croisée des chemins. Nous nous étions quittés avant les premiers enregistrements de cet été avec l'attentat contre Donald Trump, samedi 13 juillet en Pennsylvanie, auquel ce dernier avait réchappé miraculeusement. Joe Biden, usé jusqu'à la corde, sa sénilité ne pouvant plus être cachée aux électeurs américains, semblait hors course. Il a finalement jeté l'éponge, remplacé à la va-vite par sa vice-présidente Kamala Harris, qui, après avoir bénéficié d'un ticket démocrate avantageux en 2020 au regard de sa piètre performance aux primaires de son parti, se voit cette fois-ci propulsée candidate officielle sans avoir eu même à livrer bataille. Et l'on nous explique déjà qu'elle est favorite des élections de novembre. Mais quel cirque, quel spectacle, quel simulacre de démocratie. Alors pour évaluer ensemble les chances des candidats en lice, faire le point de la situation de l'élection américaine, faire une prospective de l'avenir de l'Amérique, j'ai décidé d'inviter aujourd'hui sur Radio Courtoisie une vieille connaissance de mes libres journaux, Paul Rhine, président de l'association Republicans in France. Bonjour Paul Rhine, bienvenue sur Radio Courtoisie. Bonjour Nicolas, merci beaucoup pour l'invitation. C'est nous qui sommes enchantés, à celle des auditeurs. Donc maintenant, place à notre invité principal. Ce sera lui Zarathustra, justement, aujourd'hui. Ce sera Paul Rhine. Paul Rhine, donc je vous invite pour parler de ces élections américaines. Vous savez, vous êtes ici, vous venez en ami. Ouais. Hein. Ça ne fait absolument aucun doute. Je suis aussi trumpiste, paraît-il, que poutinolâtre. Mais en tout cas, moi, je ne vous fais pas de différence entre les deux. Et Trump, c'est évidemment quelqu'un... C'était la divine surprise en 2016, quand il s'est fait élire. On s'était connus d'ailleurs à peu près à cette occasion. Vous êtes donc le président de cette association Republican in France. Donc les républicains américains, hein. Bien sûr, c'est pas les républicains de la vie politique française, qui ne s'appellent, je crois d'ailleurs, même plus républicains. Et peut-être commencer sur cette élection. On a l'impression, en France, tout du moins, après je ne sais pas comment c'est aux États-Unis, que cette élection de novembre en 2024, ce sera un peu comme une sorte de référendum pour ou contre Trump. Est-ce que c'est comme ça que c'est perçu aux États-Unis ou pas du tout ? Normalement, c'est un référendum des bilans entre le président sortant et le candidat, qui aujourd'hui c'est Trump, c'est un ex-président. Mais il n'y a plus Biden, donc non, fini. Il n'y a plus un président sortant. C'est le vice-président qui était choisi, pas élu. Choisi par l'élite de le Parti démocrate. Donc, à mon avis, c'est l'élection américaine la plus importante de ma vie. Oui. Et ce n'est pas l'hyperbole. C'est vrai. Et c'est plutôt un référendum entre les deux Amériques. Quelle Amérique veulent les peuples américains? Est-ce qu'ils voudraient une Amérique gérée par la gauche? Et les démocrates sont devenus les extrêmes gauches, les radicales gauches. Ils sont pires que les socialistes, ils sont les marxistes. Et je dis ça parce qu'ils sont pour un gouvernement plus en plus grand et essaient de convaincre surtout les jeunes que c'est le gouvernement qui a toutes les solutions. Où
les droits des gens sont moins et moins. Liberté d'expression, c'est fini. Les oppositions doivent être détruites. Et, pardon, et j'ai perdu mon sens. C'est pas grave. En fait, on essaie de faire en sorte, avec la technique, que vous soyez le plus proche possible du micro, parce que moi, il n'y a aucun problème. Je vous entends très bien, mais c'est vrai que les auditeurs, elle est justement, Virginie, c'est vrai, mais c'est de ma faute. On a discuté, on s'est pris des discussions auparavant, et j'avais oublié de vous donner ces règles minimales, qui est en effet de parler le plus près possible du micro. Pardon. Voilà, okay. ça sera parfait, Paul. Oui, vous étiez justement à dénoncer finalement une forme d'étatisme chez les démocrates américains, qui explique pourquoi vous les dénoncez comme étant gauchistes. Oui, et marxistes. Et marxistes. Marxistes, parce que depuis 4 ans, et je peux dire avec des exemples personnels, que l'administration Biden-Harris n'était pas d'accord avec toutes les vues d'opposition. On oublie l'État des États-Unis avant que Elon Musk a acheté Twitter. Twitter, Facebook, tous les médias sociaux étaient en train de censurer toutes les vues d'opposition. Oui. Et ils étaient fiers de ça. L'ancienne secrétaire de presse de Joe Biden était fier de dire que oui, on était en train de travailler avec les médias sociaux pour censurer. Et c'était toujours misinformation. Les vues des républicains, les oppositions étaient toujours misinformation. Il faut arrêter tout ça. Par rapport à une Amérique qui est basée sur les droits des individus, un gouvernement limité, où il y a égalité des opportunités, pas équité. Le mot aujourd'hui, c'est équité. Donc c'est de la discrimination positive. Il faut faire attention avec ce mot équité. Il fait exprès d'utiliser ce mot. Et équité, c'est pas les opportunités égales, mais les résultats égaux pour tout le monde. Ça, c'est marxisme, où tout le monde, il ne faut pas être un succès, il ne faut pas réussir, il faut taxer des riches, il faut donner plus et plus aux gens qui, dans leur avis, sont les victimes. Et ça devient, le résultat, c'est un pays où tout le monde est égal en pauvreté. Alors il y a deux choses, Paul, je pense. Il y a à la fois en effet ce gauchisme dont vous parlez sur le plan économique et social. On va pouvoir parler peut-être aussi du wokisme. Mais il y a aussi, j'aimerais qu'on revienne sur les réseaux sociaux, en effet sur la censure avant que Musk ne reprenne Twitter, comme vous l'avez expliqué. C'est au nom de la démocratie, disent-ils. Et ils reviennent toujours, et ça je crois que vous connaissez bien le sujet, ils reviennent toujours sur cette fameuse histoire du Capitole. L'invasion du Capitole qui justifie, et qui a justifié depuis 2020, justement cette censure. Quelle est votre appréhension de la façon dont le sujet a été grossi, la façon dont a été traité ce sujet du Capitole par rapport, par exemple, aux émeutes liées à George Floyd? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un grand sujet. Merci pour la question. En 2020, c'était les émeutes après le mort de George Floyd, et c'était dans l'État Minnesota d'où vient le choix de vice-président de Kamala Harris, où cette gouverneure, Walz, a laissé la violence exploser dans son propre ville de Minneapolis et après dans tout l'État de Minnesota. Et après, c'était une violence qui était approuvée par tous les démocrates, les dirigeants de le Parti démocrate, comme Kamala Harris, qui n'était pas encore le vice-président, mais c'est un sénateur. Et c'est elle qui a motivé des milliers de gens, ou millions de gens autour du pays, à payer le caution pour les gens mis en prison. Ah, pendant les émeutes. Pendant les émeutes. Donc, c'est pas un énorme choc qu'on a les deux responsables pour la violence en Minnesota en 2020
sur le même ticket pour président des États-Unis en 2024. C'est incroyable. Qui étaient des émeutes raciales, un peu d'ailleurs comme ce que connaît aujourd'hui la Grande-Bretagne en sens inverse. On peut dire ça. Oui, donc 2020, les émeutes de 2020, le total c'était 35 citoyens américains tués, innocents citoyens tués. C'était une émeute qui continue pendant 2 ou 3 mois par rapport à, on va parler de 6 janvier rapidement, ça c'était quelques heures, ça c'était quelques mois, d'accord? Il y avait 1000 policiers mis en hôpital et plus de 2 milliards de dégâts autour du pays, dans toutes les grandes villes gérées par les démocrates. Et c'était les business, les entreprises des familles, souvent les familles des Noirs ou les gens de couleur, on dit aux États-Unis. Mais ils ont tout détruit. Donc, par rapport à 6 janvier, c'est quelques heures, c'est un grand sujet. Je suis sûr qu'il y a des écouteurs ou les gens... Des auditeurs, les auditeurs qui nous écoutent, peut-être ils ne sont pas d'accord avec mes opinions parce qu'ils n'ont pas tout entendu, toutes les vraies réalités de 6 janvier, parce que le média n'a jamais bien parlé de les vrais faits. Oui, on a tout de suite expliqué que c'était une tentative de coup d'État de Donald Trump. C'était tellement énorme. Qui est entré dans le Capitole après les portes étaient ouvertes par la sécurité. Mais le 6 janvier était un exemple d'un gouvernement marxiste, le gouvernement démocrate, qui a arrêté et était fier d'arrêter plus de 1000 personnes. Beaucoup de gens qui n'étaient même pas entrés dans le Capitole. Il y avait plusieurs qui n'étaient pas même à la ville de Washington, D.C. cette jour-là. Ils étaient qui ont été arrêtés. Arrêtés et mis en prison depuis 4 ans maintenant. Donc, il y a toujours une centaine de gens en prison après le 6 janvier. Leur vie était complètement détruite. Il n'a pas encore eu le tribunal devant un juge. Et j'ai lu que un de ceux qui a été le plus sévèrement puni vient juste de l'être, il vient de prendre 20 ans de prison. Oui. Là, il y a quelques jours. Exactement, il y a quelques gens qui ont déjà reçu le peine, le sentence de 20, ou il y a des autres 35 années de prison. Ouais. Pour avoir manifesté ou... Ceux qui ont reçu 35 années étaient le chef de le Proud Boys, qui n'était pas même en D.C. cette jour-là. Mais donc, c'est la première fois dans l'histoire des États-Unis, depuis la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait des Japonais, nous avons les prisonniers politiques aux États-Unis. Et ils sont traités comme les terroristes. Ils sont complètement détruits et le média ne parle jamais de ça. Et donc, après 6 janvier, la confiance avec le système de FBI et Secret Service, qu'on on va parler après, département de justice est complètement fini aux États-Unis par les républicains. Parce que c'est les républicains qui sont attaqués par le système de justice aux États-Unis. Et pour revenir à l'assassinat. On peut parler alors justement de la tentative d'assassinat. Ça a complètement détruit la confiance des gens dans le Secret Service, FBI et tout ça. Ça, c'est un grand problème aux États-Unis maintenant. Et on a besoin d'un grand changement. Eh ben justement, on s'était laissé, peut-être Raphaël, voulez-vous intervenir à ce moment-là de nos débats sur les conséquences, entre autres, sur des secrets de service qui ont montré quand même leurs limites durant l'attentat qui s'est déroulé il y a maintenant un mois et demi, en Pennsylvanie. Oui, absolument. C'est-à-dire que c'est toujours compliqué lorsqu'on doit regarder les informations
transmises par les médias français pour savoir ce qui se passe aux États-Unis. Il y a beaucoup d'informations qui sont filtrées. Heureusement, il y a les réseaux sociaux et notamment le réseau qui est de Twitter qui est devenu X, qui a permis de relayer ce qu'il s'est passé au niveau de la directrice du Secret Service, donc Kimberly Cheatle, qui a dû répondre à énormément de questions et de manière très mouvementée, c'est-à-dire elle s'est vraiment en fait bousculée et on a pu voir en fait une absence totale de réponse cohérente par rapport à toutes les failles de sécurité, toutes les défaillances du Secret Service. Et au début, on pouvait voir encore une fois, c'est-à-dire avec tous ces agents, tous ces personnages, certains pourraient dire qui seraient proches en tout cas de l'État profond ou de toute manière qui sont confrontés ou en tout cas ennemis directs de Donald Trump et de ce qu'il représente. On voit toujours une certaine arrogance, une sorte de sensation, si vous voulez, d'impunité totale. Cependant, on a vu quand même un changement très important, c'est-à-dire suite à toutes les questions qu'elle a pu subir, elle a été forcée de démissionner Ouais. parce que, c'est-à-dire, elle a été interrogée pendant plusieurs jours et donc, c'est-à-dire que les médias français ont très peu relayé les conséquences de cet interrogatoire qui montre en fait qu'il y a énormément de zones d'ombre qui n'ont pas jamais été expliquées sur toutes les failles de sécurité lors de la tentative d'assassinat, les problématiques, c'est-à-dire d'avoir vu ce tireur-là, qui a pu se positionner, très facilement et infiltrer le périmètre de sécurité, c'est-à-dire les antécédents aussi, donc de ce jeune tireur qui a ensuite été abattu par le sniper, les contre-snipers qui étaient sur le toit derrière Donald Trump. Et donc, ça, c'est à mon avis quelque chose d'important à surveiller parce qu'on a finalement un agent important, c'est-à-dire Kimberly Cheatle, qui est tombé. Et il faudra voir la personne. Peut-être que votre invité pourra répondre à la question et donner plus d'informations sur la personne qui remplacera Kimberly Cheatle, si c'est peut-être un autre personnage qui représente finalement la protection du camp démocrate ou alors quelque chose de plus neutre, voire pro-républicain. C'est ça qu'il faudra regarder avec l'arrivée progressive des élections américaines, si au niveau des instances politiques et judiciaires américaines, si il y a une position plutôt pro-républicaine qui commence à apparaître. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une évolution depuis cet attentat et depuis la démission justement de cette directrice? Ou c'est Oh, pareil? on ne peut pas dire, mais elle n'a pas voulu de démissionner. Hein. Elle n'a pas voulu de prendre. Elle a toujours dit les mots corrects. Oui, the buck stops with me, c'est-à-dire que je prends responsabilité. Donc les républicains, d'accord, vous prenez responsabilité, il Oui, faut oui. démissionner. Hein. Oui, c'est ça. Ah non, mais en France, c'est ça. Non. Ah, oui. Donc, Ils prennent leurs responsabilités, mais voilà, c'est oui, tout. il fait En rien. fait, c'est une façon juste de dire je ne m'excuserai pas. Oui, Moi, j'ai ça. trouvé le sens de leur responsabilité. Oui, c'était ça. Donc, finalement, tu es forcé à démissionner. Il y avait un remplaçant. Il dit qu'ils vont faire bien enquête, très rigoureux. Mais Alors, il le est sorti. problème est Ouais. que le Secret Service n'a. Après, comme tout le monde, j'apprends comme tout le monde, après l'enquête la Chambre dirigée par les républicains, que le Secret Service a sous-traité, en fait, la protection de Donald Trump. Et il y avait quelques Secret Service, mais la plupart, c'était juste les agents du département de justice. Oui. Je ne comprends pas exactement. Ou de la garde, peut-être nationale, non? Non, pas le National Guard. Non. Mais il y avait des polices et après les fédéraux agents, mais pas une partie de le Secret Service. Donc, ils n'étaient pas vraiment entraînés, on peut dire, expérimentés dans la protection personnelle, privée, des choses comme ça. On a été surpris à cette occasion de voir, entre autres, des femmes. Alors, on n'a rien contre, évidemment, mais plutôt de petite taille. Et on a reproché à ce moment-là à la directrice, finalement, de faire valoir un certain nombre de biais woke, par exemple, qui auraient abouti au recrutement de personnel finalement pas toujours très adapté à ce type de sécurité, de mise en sécurité des personnalités. Oui, peut-être. On dit les DEI hires, c'est-à-dire diversity, equity, inclusion, ça c'est la priorité, mais plus la compétence, le mérite des gens. Méritocratie, c'est la chose le plus importante. Et oui, il y avait un peu de ça, où il y a des rumeurs de ça, parce qu'il y avait beaucoup de femmes. Mais je ne suis pas sûr. Les femmes à risquer leur vie aussi pour protéger Trump. C'était plutôt, à mon avis, un problème de
gestion, de dirigeant le Secret Service, qui n'a pas pris assez sérieusement la menace et le risque contre un ex-président. Est-ce qu'à votre avis, ce risque et ce à quoi ça aboutit, c'est-à-dire une tentative d'assassinat, est responsable finalement? Parce qu'on nous parle sans arrêt d'incitation à la haine aujourd'hui, et tout est fait pour s'y opposer, entre autres sur les réseaux sociaux. Mais l'atmosphère tout à fait délétère, détestable, avant cet attentat, ce que disait Biden, ce que disaient les grands chefs démocrates, extrêmement insultant à l'égard de Trump. Est-ce que vous croyez que cette atmosphère, cet appel à la haine, a contribué aussi à ce qui s'est passé ce jour-là? En mon avis, oui. Parce que tout le Secret Service, tout le département de justice, le FBI, c'est le cabinet de Joe Biden, de Biden-Harris. C'est leur administration. Et la haine contre Trump depuis 4 ans, c'est son précédent. Et tout le monde savent, je crois. On arrive à un moment d'histoire où c'est illogique, c'est irrationnel. C'est une haine irrationnelle. J'ai souvent dit que les démocrates, malheureusement, ils ont la haine pour Trump plus que leur amour pour le pays. Ouais. Et c'est-à-dire que il peut tout faire pour détruire le pays, insulte la Constitution des États-Unis pour arrêter Donald Trump. Il a, pendant son présidence, entre 16 et 20, c'était les enquêtes toujours, qu'il était un agent de la Russie. Oui, c'est ça. Ils ont contesté sa victoire. Contester son victoire. C'était possible de contester une élection en 2016. Là, on peut. Mais jamais en 2020. Jamais quand un démocrate gagne. Donc, pendant 4 ans, ils ont contesté l'élection. Et après, ils étaient destitués 2 fois. Oui, ils ont impeached 2 fois. Et maintenant, il est l'ex-président, mais ils ont cherché même à le destituer a posteriori. Il n'était plus président, mais il fallait le destituer. Tout à fait. Et après, tous les cas légaux qu'on a vus qui essaient de mettre Donald Trump en prison pour toute sa vie. Et après, ils ont essayé de le tuer. Donc, je ne peux pas dire que ça, c'était le démocrate. C'était un fou. Un individu fou. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'était coordonné, mais c'est l'environnement de la haine qui est le plus grave pour moi. Il faut arrêter avec cette haine contre une opposition. Et ça, c'est pas l'Amérique. Avant, on pourrait avoir des discussions, des débats entre Américains. Maintenant, c'est plus possible. C'est un peu la même atmosphère qu'à l'époque de McCarthy, aujourd'hui? On peut dire ça peut-être. Pire, à mon avis. C'est tellement clivé aux États-Unis. Les gens qui sont pour Biden-Harris, ils détestent Trump et ils détestent tous les gens qui soutiennent Trump. Donc, c'est la moitié de l'Amérique. Raphaël, je crois que vous vouliez ajouter peut-être quelque chose concernant justement les théories complotistes autour de l'attentat contre Donald Trump. Oui, c'est-à-dire qu'il y a évidemment énormément de théories qui sont apparues juste après la tentative d'assassinat, c'est-à-dire qu'il y a des personnes soit donc, qui considéraient que c'était donc un attentat organisé, c'est-à-dire créé de toutes pièces par potentiellement ce qu'on pourrait appeler l'État profond américain, ou en tout cas l'ennemi politique de Donald Trump. Ce qui peut sembler une piste qui pourrait être intéressante quand on voit les failles de sécurité qui semblaient absolument inexplicables ou vraiment très surprenantes. Et surtout lorsqu'on regarde le passé, en tout cas l'idéologie que représentait le tireur, c'est-à-dire Matthew Crooks, on voyait qu'il représente parfaitement cette extrême gauche américaine qui est quand même différente de ce qu'on va appeler l'extrême gauche en France, même si c'est en train d'apparaître avec le temps, c'est-à-dire vraiment ce mouvement wokiste radical. Et comme l'a très bien décrit votre invité, il y a une campagne de haine telle produite contre Donald Trump
il y a une hystérie globale et des volontés de violence très poussées chez ces militants d'extrême gauche. Et évidemment, comme les lois, le système légal par rapport au port d'armes, à l'armement est complètement différent, il y a des risques plus importants. Et ensuite, évidemment, les autres théories qui sont apparues, c'est de dire, et ça c'est quand même plutôt surprenant, c'est des personnes qui vont dire qu'il n'y a jamais eu de tentative d'assassinat. C'est-à-dire que ça aurait été créé de toutes pièces par Donald Trump lui-même. Il n'y aurait pas eu de tireur. Quand il s'est retrouvé à quatre pattes, eh bien, il s'est fait percer l'oreille, soit par les agents, soit par lui-même, C'est ça. tout simplement pour pouvoir relancer sa campagne, ou en tout cas le rendre intouchable, et ensuite permettre voilà, de faire une sorte de campagne de communication. Ce qui paraît quand même plutôt difficile en tout cas à soutenir avec les arguments, hein. Il faut bien sûr garder toutes les pistes ouvertes lorsqu'on analyse une situation complexe, mais en tout cas, moi là j'aurais simplement une question à poser à votre invité, c'est Oui. justement quand on voit tous les arguments qui sont apparus, par exemple le fait que la blessure n'existe pas. C'est-à-dire, on a vu Trump réapparaître depuis plusieurs fois publiquement. Quels ont été les commentaires, les rapports, que ce soit dans les médias ou bien même chez les ennemis de Donald Trump, c'est-à-dire les personnes qui pourraient soutenir cette théorie comme quoi Donald Trump aurait fomenté cet attentat contre lui-même. Quelles sont les séquelles de sa blessure? Si je vous pose cette question, c'est parce qu'il est vrai, Donald Trump, lorsqu'il s'exprime, est toujours très excessif. Et lorsqu'on l'a vu réapparaître la première fois pour son discours, il avait expliqué que le docteur lui avait dit que son oreille allait se régénérer, ce qui n'est pas possible. S'il avait véritablement eu un trou dans son oreille, eh bien normalement, une oreille et surtout le cartilage ne se régénèrent pas. Donc c'est des zones d'ombre où, à mon avis, ça mériterait de faire un commentaire simple pour pouvoir y voir clairement. Sachant qu'en France, hein, et je vais laisser Paul Rine répondre, nous avons eu un ancien président qui, lorsqu'il était au fond du trou dans l'opinion publique, tout du moins, avait lui réellement fomenté un attentat contre lui-même. C'était à l'Observatoire à Paris, et évidemment c'était François Mitterrand. Les Français ne lui en avaient pas tenu finalement si rigueur que ça, puisqu'il l'avait élu quelques dizaines d'années ensuite. Paul Rine, oui, par rapport à toutes ces rumeurs sur les réseaux. Il y aura toujours les médias démocrates qui cherchent des arguments contre Trump pour dire que tout était organisé par Trump, c'était tous le cinéma, le théâtre. Vraiment, ils ont perdu leur tête, à mon avis. Mais j'ai voulu dire que il y a deux Amériques, et je n'ai pas vraiment parlé de l'Amérique de Trump. Les gens vraiment cherchent un retour à une Amérique qui est basée sur les libertés des individuels, liberté d'expression, un gouvernement limité, une inflation, une économie qui a pas des inflations permanentes. Actuellement, il y a une inflation qui, dites-vous, détruit la classe moyenne américaine. C'est exactement ça. Une inflation créée par le Harris-Biden administration. Ce n'était pas. Ils toujours cherchent des excuses comme il y avait inflation tout le monde, ce n'était pas notre faute. Oui, c'est leur faute parce que c'était à cause des massives dépenses faites par Biden-Harris que Harris était complètement 100% d'accord. Et elle a voulu, tous les deux, a voulu de dépenser même plus des 1000 milliards, trillions de dollars. Heureusement, il y avait des membres dans leur propre parti démocrate qui a arrêté et qui a voté avec les républicains, les sénateurs républicains, pour arrêter les massives dépenses que Biden a voulu de faire en 2021 et 2022. Donc, Trump retourne à un gouvernement qui est plus responsable en termes de fiscalité, plus des droits d'expression, une énergie, une politique qui n'est pas contre le pétrole pour sauver la planète. Oui, avec le carbone, la taxe carbone et autres. Et tout, il a détruit c'est une guerre contre le pétrole avec les démocrates. Et ça a créé des énormes problèmes de coûts pour le pétrole, pour l'électricité, pour tout, en plus de l'inflation. Donc, c'est 20% en gros inflation.
Mais pour Trump remettra en question le GIEC, les COP 24, 25, etc. Il avait d'ailleurs, pendant qu'il était au pouvoir, mis un coup d'arrêt justement à ce délire sur le réchauffement climatique. C'est un grand sujet, mais en termes de le coût d'essence aux États-Unis maintenant, c'est 2 et 3 fois plus cher. OK? Quand on fait des courses, c'est le double qu'en 2020, avant Covid. D'accord? La comparaison pour les gens de moyenne classe, tu as parlé de classe moyenne, c'est pour eux, le pouvoir d'achat est beaucoup moins. Mais le média ne parle pas de ça, parce que le média est gauche aux États-Unis. C'est le média établissement. Et ils sont devenus le département de communication pour le Parti démocrate. Et malheureusement, le média en France copie. Eh ben justement, ils copient, et ça, laissons place aux commentaires des auditeurs. Un auditeur d'ailleurs, on le remercie. Merci pour votre travail. Dès que possible, je vous envoie un don. Merci pour Radio Courtoisie. Ce n'est pas de refus. Alors voilà, un auditeur nous dit « Bonjour aux valeureux permanents. De l'été en 2016, déjà, il me semble, Trump était distancé dans les sondages, même à la fin, et pourtant il a été élu. » Et là, il dit « Peut-on se rire des médias, en France, qui commentent l'élection américaine comme si elle avait lieu en France, et comme s'ils pouvaient influencer les électeurs en faveur de la représentante du système. » C'est vrai que, vraiment, j'apprécie ce commentaire, je me le suis fait aussi. Je dis, mais, écoutez, et on vous entend de temps en temps, Paul Rine, justement, sur BFM et sur d'autres médias, et je me disais, mais pourquoi ce parti pris qu'est-ce que ça leur apporte, puisque de toute façon, nous, on ne votera pas pour l'un ou pour l'autre. D'où ça? Est-ce que ça, justement, c'est un peu la contagion de la haine dont vous parliez tout à l'heure? Contagion de la haine un peu, mais plutôt d'être un membre de les gens plus intelligents que les autres. Non, ça c'est le snobisme habituel. Ça, c'est le snobisme. Il faut Donald Trump. Il a géré une émission de télévision, il n'est pas sérieux. Un concours de Miss Univers. Il n'était jamais une réussite, et il n'avait aucune expérience en politique. Ça, c'était en 16. Le problème est qu'il répète presque la même chose. Après 4 ans des réussites domestiques aux États-Unis et internationales, il est toujours un clown pour le Parti démocrate et malheureusement pour le média en France. C'était un choc pour moi au début quand je suis arrivé à Paris il y a longtemps maintenant, mais c'était toujours un choc d'avoir le média très, très, très gauche. On l'avait même accusé aux États-Unis d'être une sorte de mâle alpha moins intelligent que les singes dominateurs. Moi, c'était allé jusque-là. C'est un grand déçu parce que j'ai énormément de respect avec les Français, avec leur intelligence, leur curiosité. Et je crois que les choses sont en train de changer. J'ai beaucoup de contacts en France maintenant, beaucoup des amis qui vraiment cherchent la réalité. Et il ne peut pas trouver en France. Il ne peut pas trouver la réalité par les médias français. Et pas tous. Il y a quelques qui sont plus modérés que les autres, mais la plupart ils défendent les démocrates à tout prix. Et c'est dommage parce que la réalité, c'est complètement différent que... Regarde cette élection. C'est, comme tu as dit au début, c'est un cirque. Kamala Harris a reçu 0 vote. 0, elle n'a fait aucune campagne. Aucune campagne. Cette partie démocrate, c'est rien à voir avec la démocratie, comme tu as dit au début. Kamala Harris s'est présentée pour président en 2020. Elle était la première à quitter la course. Au bout d'une semaine. Parce que son popularité et les sondages, c'était moins de 3%. C'est ça. Quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, elle est quittée avant le premier état et a voté dans la primaire. Et après, elle a été choisie vice-président, colistier de Biden, et tout le monde sait pourquoi. Elle avait rien. 0 réussite. Et je crois qu'elle était globalement tenue à l'écart, d'ailleurs, par rapport à ceux qui dirigeaient l'Amérique pendant ces 4 ans. Et pendant les dernières 4 années,
elle avait le taux de favorabilité le moins que n'importe quel vice-président dans l'histoire des États-Unis. Alors qu'en général, quand on est vice-président, bon, on ne prend aucune mesure vraiment impopulaire, donc normalement, on se prépare pour justement un jour succéder. Exactement. Et en 2020, ça c'était en 2024. Même les démocrates étaient en train de dire que Biden est horrible. Il est évidemment après le débat. Ils ont caché le tas de santé de Biden pendant 3 ans et demi. Finalement, il y avait un débat et tout le monde a vu que les républicains avaient raison pendant 4 ans qu'il est malade, il ne peut pas gérer les États-Unis. Mais j'ai voulu dire que son popularité était moins que Biden. Biden, même les démocrates disaient après le débat que Biden ne peut pas gérer, mais oh là là, on a Kamala, c'est même pire. Et tout de suite, que Biden était forcé de quitter la course, il n'a pas voulu de quitter. Il n'a pas voulu de quitter, il était forcé de quitter, comme Trump a bien dit. Il a été contraint, il y a une contrainte assez virulente. Des gens comme Nancy Pelosi, je crois, ont joué un rôle particulièrement important pour le fait qu'il ait jeté mais après qu'il était forcé de quitter par le cabale démocrate, on peut parler de ça en 1 minute, tout de suite, Kamala Harris est un héros. Oui, alors voilà. Comment c'est possible? Comment est-ce possible? Donc, excuse-moi. Donc, à mon avis, c'est un enthousiasme fabriqué. Oui. C'est pas réel, parce que souvent, le Parti démocrate n'est pas réel. Tout est fabriqué. Et les sondages aussi? Pardon? Les sondages aussi, parce que justement, Non, j'ai voulu dire, bien sûr, les sondages probablement sont corrects en ce moment, parce qu'ils sont faits par... il y a plusieurs des différents sondages. Il faut faire toujours attention avec le sondage. Oui. Sondage fait par NBC ou MSNBC ou CNN, évidemment, c'est partisan. Oui. Et bien sûr, il y a toujours... Ils sont enthousiastes. Il y a beaucoup d'enthousiastes. Ils essaient de créer cet enthousiasme dans l'opinion publique. Ils sont enthousiastes que Joe Biden était forcé de quitter. Oui. Parce que tout l'élite qui dirige le Parti démocrate, comme Obama et des Clinton et Pelosi et Schumer et le reste, vu que Biden avait aucune chance à gagner. Donc, il faut changer le cheval en moitié de la course, à la fin de la course. Et donc, ils sont enthousiastes qu'il est finalement quitté et ils ont un autre candidat. Mais le candidat pour le Parti démocrate, ce n'est pas important. C'est le groupe. Il a besoin de quelqu'un comme Biden qui est une marionnette, un puppet en anglais, qui peut être géré par les vrais gens qui gèrent les États-Unis, qui n'est pas Harris ni Biden. Aujourd'hui, qui est le président des États-Unis? Qui gère les États-Unis? Oui, on aimerait savoir, parce que s'il est tellement sénile qu'il ne peut pas se représenter, mais ce devrait être encore plus inquiétant, et je ne comprends pas que les Américains ne s'inquiètent pas du fait qu'aujourd'hui, l'homme qui dirige la première puissance mondiale, avec les conflits et les nuages qui s'amoncellent au Moyen-Orient, en Ukraine, c'est lui qui devrait appuyer sur le bouton nucléaire. Est-ce qu'il est en mesure de le faire? Est-ce qu'au moins la question est posée aux États-Unis? Exactement, non. On est dans une situation très grave en ce moment. Oui. Biden est sénile, on a dit ça, on a répété ça depuis 4 ans. Mais c'est très dangereux parce que Biden et Harris ont créé quelque chose. Il a fait une réussite, en fait. Ils ont créé un nouveau axis de mal entre la Chine, la Russie et l'Iran. Oui. Et peut-être le Corée du Nord. Oui, bah aussi, bien sûr. Oui. Ils ont créé ça. Et maintenant, le monde est en danger. Entre autres, le rapprochement entre la Chine et la Russie, ce que Kissinger avait toujours voulu éviter. Adversaires. Et maintenant, les deux pays, un communiste et un ex-communiste, ou plutôt un peu communiste, avec l'Iran, c'est incroyable. Et c'est une menace pour Israël et pour tout le monde.
Donc, on a besoin d'un changement rapidement maintenant. C'est le moins qu'on puisse dire pour les États-Unis et l'impérium américain, c'est évident. Et puis, on rappelle qu'avec Trump, justement, c'est l'Amérique qui passe en premier dans son esprit et non pas l'impérialisme et le nouvel ordre mondial et l'OTAN, entre autres. Peut-être est-ce que notre camarade Raphaël voudrait intervenir parce qu'on Paul Wynne expliquait que finalement les médias étaient à nouveau très hostiles, à part peut-être Tucker Carlson, à part peut-être Musk avec X, Fox News, on pourra peut-être lui poser la question. Mais je crois, Raphaël, que vous avez noté qu'un certain nombre de médias plus jeunes, et ça c'est une nouveauté par rapport à 2016 ou 2020, soutiennent aujourd'hui Donald Trump. Oui, absolument. Alors, il faut bien se dire que dans cette guerre de la communication, il est important donc de faire de la propagande et influencer les masses, les foules, en leur imposant une vérité qui est obligatoire. Et le camp démocrate américain, ou en tout cas c'est de toute façon une sorte d'oligarchie en Occident qu'on peut observer, c'est vraiment le fameux camp du bien qui, de manière totalement binaire, et ça fonctionne, nous explique qu'il faut lutter contre le mal et on va toujours désigner l'ennemi politique comme le mal incarné, le fasciste. Le bruit des bottes en France pour, par exemple, le parti qu'on va catégoriser d'extrême droite comme le Rassemblement national aujourd'hui. Et donc là, c'est la même chose avec Donald Trump. C'est-à-dire que le seul moyen de communication et qui permet, après, en plus de poser un agent comme Kamala Harris, qui n'a aucun sens, parce que comme l'a très bien rappelé votre invité, Kamala Harris a un parcours politique qui est catastrophique, ou en tout cas qui est jugé très sévèrement, qui a toujours été jugé très sévèrement, même par son propre camp. Lorsqu'elle a voulu se présenter à la campagne présidentielle, la précédente campagne présidentielle, elle a échoué lamentablement, elle a dû se retirer de la course. Et là, même là, aujourd'hui, on se demande quels vont être les moyens qui vont être développés, étant donné qu'à chaque fois qu'elle prend la parole, c'est une catastrophe. On la voit parler de wokisme, elle dit qu'il faut imposer du wokisme. Elle a toujours parlé de ses origines à une certaine époque comme étant indienne, et aujourd'hui elle est noire. Elle utilise tout simplement des arguments de communication pour essayer de draguer, d'attirer certaines communautés. Donc, ce sont des éléments qui n'ont certes aucun sens, mais on connaît très bien l'appareil médiatique occidental qui est capable, en fait, tout simplement de créer une réalité, de l'imposer, et c'est tout simplement un empire du mensonge. Cependant, ce que l'on observe, c'est quand même un changement aussi auprès de la jeunesse. Et ça, c'est un phénomène qui est intéressant. Euh, Aux États-Unis, la population est beaucoup plus importante et il y a aussi un monde que peut-être les plus âgés ne connaissent pas forcément. C'est le monde donc dans le virtuel, c'est le monde du streaming par exemple. C'est le monde du streaming où vous avez des centaines de millions de jeunes qui sont à la base dans un bain culturel plutôt de gauche. Et donc là, on a une personnalité très importante finalement, qui est considérée comme peut-être une des personnalités les plus influentes dans le milieu culturel, qui s'appelle Adin Ross, qui a fait en fait un événement en streaming en live suivi par des centaines de millions de personnes en direct où il a reçu Donald Trump, il a déclaré soutenir officiellement Donald Trump, il lui a offert une Tesla, il lui a offert une Rolex, ils ont passé la journée ensemble, ils ont dansé, etc. Et ça a fait un effet de domino. C'est-à-dire que normalement dans ce milieu-là, il faut savoir que les plateformes interdisent d'être finalement conservateur. Si on a des propos qui ne respectent pas le mouvement démocrate, socialiste, woke, on se fait bannir. Sauf que là, ils ont décidé, avec un effet domino, de soutenir officiellement Donald Trump. Donc là, on a toute une jeunesse. Et là, on parle de jeunes de 20 ans, de 22 ans, qui commencent et qui sont suivis par des centaines de millions de personnes à dire qu'il faut absolument soutenir Donald Trump et arrêter. Et comme l'a très bien rappelé votre invité, on peut avoir peut-être du mal à le comprendre. Les Américains utilisent vraiment le terme de socialiste. Ils en ont marre du socialisme. Ils utilisent ce terme-là, donc c'est vraiment ce qu'on appelle nous aujourd'hui globalement le gauchisme, Ou le cette pensée wokisme. marxiste, etc. Voilà, le wokisme, Wokisme, cancel culture et autres. la cancel culture, etc. Et là, on a un mouvement, c'est vraiment une grosse différence, et peut-être que l'État profond américain aura du mal à séduire cette jeunesse-là qui, en fait, finalement, c'est un phénomène de réaction naturelle qu'on observe, qui en ont marre de la réalité difficile aux États-Unis qui s'impose à eux, en fait, c'est-à-dire une crise économique importante, une crise sociale importante, etc. Et donc là, on a eu cet événement qui est apparu il y a quelques jours et qui, à mon avis, est vraiment à surveiller, qui est un tournant en termes de communication politique. Merci, Raphaël. Est-ce que, Paul, une réaction avant de passer le petit Bobino? Raphaël a raison qu'il y a plus et plus des jeunes qui voudraient un changement radical et qui soutiennent Trump. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui sont
très gauche et très progressive et woke, comme vous avez dit, et en fait, pour les auditeurs, c'est progressive sur les stéroïdes, on peut dire, parce que c'est une progressive même plus intolérant des vues des autres. Donc, les jeunes, oui, j'espère, heureusement, d'être positif, il y a plus et plus de jeunes et juste les gens qui étaient les démocrates avant, qui disent qu'ils vont voter pour Donald Trump. Ah oui? Oui, oui. Alors, quelle frange des électeurs? Les modérés? Les Noirs, par exemple. Oui. Les Noirs, en 2020, il y avait 7% qui a voté pour Trump. Oui. C'est estimé 20% cette fois-ci. Cette fois-ci. Les Latinos, c'était 15% en 2020 pour Trump. Oui. C'est 30% estimé cette année. Le double. C'est la crise économique qui explique cela? Ou les phénomènes migratoires? Je vais répondre. Oui. Les crises économiques, exactement, tous les deux. Les crises économiques, c'est la première, parce qu'il y a beaucoup de jeunes en classe moyenne et l'inflation permanente aux États-Unis rend le salaire plus bas. C'est comme une taxe cachée, en fait. Et à la fin du mois, le salaire est beaucoup moins. Le pouvoir d'achat est beaucoup moins. Mais aussi l'immigration illégale. Il ne faut pas confondre les deux. Confondre, on peut dire? Oui, tout à fait. Entre illégal et légal. Et les gens intégrés. Toujours confondent les deux. Que les républicains détestent les immigrés. Les immigrés. Non. On est pour les immigrés légaux ou légaux. Et surtout les Latinos qui sont venus aux États-Unis légalement, comme les Français que je connais, qui ont pris le fil d'attente. Ils ont attendu, ils ont payé les choses nécessaires, ils ont complété les dossiers nécessaires, ils avaient une skill, un métier, ils intégraient dans les États-Unis, ils ont fait tout correctement et ils voient qu'est-ce qui se passait, tout ce qui se passé pendant les dernières 4 années. Et qu'est-ce qui se passait? Parce que peut-être tous les auditeurs ne savent pas. Pour une comparaison, il y avait toujours des immigrés illégaux aux États-Unis qui passent la frontière entre États-Unis et Mexique, qui est une énorme frontière. Une frontière qui est c'est impossible à tout garder. Oui. D'où le mur. Donc, Trump a voulu de finir le mur, pas construire un mur. Le mur était toujours là depuis Clinton. Il a voulu de renforcer le mur. Mais pendant son dernière année, en 2020, le total d'immigrés illégaux qui a passé était moins de 500 000 par an, vers 300 000. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus. C'est plus de 3 millions tous les ans. C'est 10 énorme. fois plus. Est-ce qu'ils pourront voter d'ailleurs, ces gens-là? Ils ont complètement ouvert les portes. Biden et Harris, surtout Harris, qui avait une responsabilité donnée par Biden en 2021, qui était le border czar. Elle était responsable pour trouver une solution à fermer la porte. Et elle a fait l'inverse. Oui. Elle a ouvert. Et en 3 ans et demi, et on peut dire en 4 ans, il a estimé 15 millions des immigrés illégaux qui traversaient aux États-Unis. Et en plus, ils ont donné un téléphone mobile, ils ont donné le logement. Comme en France. Ils ont. Et alors, est-ce qu'ils vont pouvoir voter? Pardon? Est-ce qu'ils vont pouvoir voter? Parce que ça pourrait avoir une influence sur le résultat. Oui, déjà. Parce qu'on se crée un nouveau peuple, une nouvelle clientèle pour les démocrates aussi. C'est exactement ça. L'objectif est de laisser les gens arriver aux États-Unis et éventuellement donner les droits de vote. Donc, il va voter pour le parti démocrate, évidemment, et ça va. Ça, c'est la définition de la démocratie par rapport aux démocrates. Mais en même temps, parce que maintenant, c'est toujours illégal.
aux États-Unis pour les gens qui ne sont pas les citoyens, pas juste illégaux, pas citoyens, à voter dans les élections fédérales. Mais il y a des États déjà comme Californie qui laissent les gens qui ne sont pas les citoyens et en plus, on croit que les illégaux à voter en Californie. Et même l'État de Minnesota, où Walz, le vice-président colistier, est pour. Il fait les politiques pour aider les illégaux et peut-être les droits de vote en Minnesota. Je dis peut-être parce que je ne suis pas 100% sûr, mais c'est comme ça. C'est le destin évident. C'est le résultat évident qui va se passer avec 15 millions d'immigrés illégaux. Et c'est les gens comme les Latinos qui sont le plus furieux. Mais à le même temps, ils créent énormément de crimes. Il faut parler des crimes aussi. Ah bon, on va en parler de cela, et puis on va parler aussi des... Et les jeunes sont fatigués avec ça. Et on va parler des contentieux électoraux aussi. Ça sera parmi les derniers sujets que nous aborderons, suite à savoir est-ce que ces personnes ont le droit de voter. Mais on a encore du temps devant nous, une trentaine de minutes. Donc nous passons tout de suite un petit bobino, chers auditeurs, et on revient juste après. Au journal de Géopolitique Profonde en direct, et nous parlons du destin de l'Amérique qui va jouer, parce que derrière le destin de l'Amérique, on le sait, qu'on le veuille ou non, c'est un peu le destin du monde qui se joue et qui va se jouer en novembre avec cette élection américaine. L'Amérique est à la croisée des chemins, c'est le titre de cette émission, et nous sommes en compagnie de Raphaël Beslu, qui est le directeur de la publication, à chaque fois, décidément j'ai du mal, directeur de publication du magazine de Géopolitique Profonde, et puis donc Paul Ruin, qui est le président de Republicans in France. Je le prononce à peu près, j'espère correctement. Parfait. Donc, nous en étions sur le problème migratoire, parce qu'il existe dans la vieille Europe, mais il existe aussi, et il est très sévère, aux États-Unis. On pourrait peut-être en effet dire quelques mots, Paul, si vous le voulez, sur l'insécurité qui gagne du terrain actuellement aux États-Unis, et peut-être que ce sera un élément important du vote américain à l'automne. C'est un sujet très, très important aux Américains. On n'est pas les républicains et les Américains ne sont pas anti-immigrés. Ils sont pour la loi. Et la loi dit que on ne peut pas juste traverser la frontière comme ça. Et comme j'ai dit avant, qu'il y a toujours une certaine quantité, mais on essaie de minimiser et créer des solutions pour fermer la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Mais l'administration Biden-Harris a fait exprès à ouvrir des portes et des frontières, et ça crée des problèmes on a déjà les problèmes d'inflation. Les gens arrivent, ils cherchent de prendre des postes avec les entreprises qui embauchent des gens pour payer moins de le SMIC. Moins de le SMIC. C'est une baisse évidemment tendancielle du... C'est toujours un problème avec les entreprises qui les embauchent, mais la plupart des gens viennent avec... Ils ne peuvent pas parler anglais, ils ne peuvent pas travailler, et il y a des problèmes de crime. Il n'a pas les mêmes valeurs la plupart des Américains. Il y a des crimes, il y a des problèmes de drogue. Ils vendent des drogues. Fentanyl est le grand problème aux États-Unis maintenant, qui était fabriqué en Chine, qui est arrivé par la frontière du Sud, par les gens clandestines. C'est le numéro 1 drogue qui tue la plupart le maximum, le plus des Américains que les autres. C'est la drogue des zombies qui arrive jusqu'en France maintenant d'ailleurs. On appelle la drogue des zombies, c'est ça? Je ne sais pas. C'est tous les gens. Tout de suite. Et
ils mettent les autres drogues dans le fentanyl et le fentanyl tue les gens tout de suite. Est-ce que peut-être, Raphaël, quelques mots sur ce point justement de l'explosion des drogues aux États-Unis qui arrivent en Europe et en France aussi d'ailleurs, je crois. Oui, bah, de toute manière, c'est quelque chose d'assez systémique, j'ai envie de dire. De toute façon, c'est quelque chose que l'on n'observe pas uniquement aux États-Unis, mais dans la société occidentale en général, avec un niveau de vie qui ne cesse de diminuer, des tensions sociales. On voit des phénomènes de compensation qui apparaissent au sein de la population, avec des recherches de consommation de substances pour essayer de tenir face à la dépression, à la souffrance. Le problème, c'est qu'on voit, c'est vrai, certains produits qui font absolument des ravages. Donc le fentanyl, il faut savoir qu'il est déjà présent en France depuis bien longtemps, mais en fait, c'est ce qu'on appelle un produit de coupe. On le voit apparaître dans des drogues qui sont déjà consommées. Oui. Pour la France, ce qui est très inquiétant, surtout au sein de la jeunesse, j'avais déjà eu l'occasion, je crois, d'en parler dans certaines émissions, c'est qu'en France, il y a une très haute consommation de cocaïne, par exemple. La cocaïne est une drogue qui est consommée massivement par les jeunes, même les adolescents. Il est possible, malheureusement, en fait, aujourd'hui, d'y avoir accès très facilement, de se faire livrer directement chez soi. Les parents ne sont pas au courant, mais avec les applications qu'utilisent les jeunes de communication, ils ont accès à ces drogues. Et donc, il y a ces produits de couple qui apparaissent depuis bien longtemps. Mais il y a aussi, comme on est en Europe, évidemment, il y a aussi des drogues qui apparaissent depuis les pays de l'Est et aussi les pays un petit peu au niveau de l'Eurasie. Encore une fois, voilà, certains médicaments. Je pense que c'est plutôt systémique. Et oui, depuis des décennies maintenant, c'est une crise violente aux États-Unis qui en fait inquiète de plus en plus parce que on a véritablement, regardez la ville de Philadelphie, ce sont des villes de zombies. C'est ça qui est absolument inquiétant. C'est qu'en fait, vous avez des quartiers entiers remplis de personnes totalement démunies et qui sont détruites dans la rue. Donc, c'est sûr que là, ça devient un argument aussi très important parce que c'est exactement ce qui se passe aussi en France, en Angleterre, etc. C'est qu'en fait, le réel vient à vous. Quand vous sortez dans la rue, vous voyez les problématiques amenées par le monde moderne et par cette fameuse démocratie et cette bien-pensance qui, en fait, détruit les conditions de vie de tous les citoyens, quoi. Paul, oui. Merci, Raphaël, de vous expliquer les choses beaucoup plus clairement que moi. Non. Et, non, mais il a tout à fait raison. J'ai voulu dire aussi que par rapport aux jeunes et les classes moyennes qui sont en train de quitter le Parti démocrate à voter pour Donald Trump, et je croisais les doigts que c'est vraiment une grande quantité. Et le crime et le radical antisémite dans le Parti démocrate. Et il y a beaucoup de gens qui ils voient ça, ils sont choqués. Ils sont choqués avec, évidemment, les viols qui se passent aux États-Unis sur les campus des universités par les aliens illégaux. On dit aliens, pas toujours les immigrés illégaux. Aliens. Aliens, ils sont les aliens illégaux. Ils n'ont pas le droit d'être aux États-Unis. Et ils violent des jeunes femmes. Ils tuent les jeunes femmes. On a les mêmes histoires qu'ici en France, mais pire. Il y avait une petite fille de 12 ans qui était tuée. Excusez-moi, ça me touche très fort aux États-Unis. C'est vraiment les choses que les médias français ne parlent pas. Et il y avait beaucoup de jeunes qui connaissent quelqu'un qui était tué à cause de fentanyl. Donc, il y a des drogues. Et on a vu sur les universités, les pro-Hamas, parce que le Parti démocrate est géré par les académies qui sont très, très gauches, les universités, évidemment les médias, Hollywood, oui. Et tout ça, c'est un cabale de gauche qui gère toute l'information. Mais le monde a vu les universités et les émeutes et manifestations anti-Israël. Et il y a beaucoup de gens qui sont fatigués avec tout ça. Mais c'est un problème pour les démocrates parce qu'ils ont dans leur électorat à la fois la côte est américaine plutôt pro-Israël et en même temps ces étudiants, ces gauchistes, ces wokistes qui eux, ils sont très hostiles. Moi j'ai l'impression qu'il y a un collapse et que c'est le problème majeur que doit de toute façon rencontrer le Parti démocrate lors de cette élection. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire la synthèse
d'un électorat assez tiers-mondiste avec un électorat qui, lui, est très pro-Israël et pro-occidental. Et là, je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Et avant que je finisse, on finit le temps. Oui. Tu as tout à fait raison qu'ils ne savent pas comment expliquer. Et ça, c'est la raison que Kamala Harris ne fait pas les conférences de presse. Okay, elle était choisie par le cabal, par Clinton et Obama et tout le reste, d'être le candidat de président. Il y a presque 3 semaines maintenant, elle n'a pas fait une conférence de presse. Trump, depuis, a déjà fait 2. Une était devant les journalistes noirs américains, qu'aucun républicain n'a jamais accepté une invitation. C'était très hostile, mais il est allé quand même. Et après, il a fait une conférence de presse cette semaine, toute seule, et à répondre à toutes les questions de les médias. Kamala Harris ne peut pas faire ça, parce qu'elle attend. Elle attend l'argumentaire écrit par Obama et Clinton. Elle n'a pas les vraies idées elle-même, sauf elle change ses idées tout le temps avec le changement de direction de vent. Donc, elle a dit juste cette semaine qu'elle ne va pas faire une conférence de presse avant début septembre. Mais ça m'inquiète beaucoup, en fait, Paul Reyne. Je vous explique pourquoi. Parce que Biden a gagné en 2020 comme ça. Et d'ailleurs, Trump l'a dit, il s'est planqué dans son sous-sol pendant toute la campagne en 2020 et il s'est fait élire. Alors, comment s'est-il fait élire? Ça aussi, c'est un sujet sur lequel j'aimerais bien vous interroger. Et est-ce qu'il y a des risques à nouveau de trucage des élections en 2024? Parce qu'en effet, de même que... et c'est ça, en effet, le simulacre. C'est-à-dire que Biden n'a pas fait campagne, s'est fait élire. Et on a l'impression que là, on recommence. On nous présente à nouveau quelqu'un qui n'a absolument pas les compétences pour être président des États-Unis d'Amérique, mais que, par je ne sais quelle opération... frauduleuse ou non, mais ça j'aimerais que vous nous en parliez, eh bien, il y a peut-être quand même néanmoins ce risque. Est-ce que c'est uniquement lié à ces immigrés de fraîche date qui pourront être votants, électeurs, ou bien est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce qu'il y a encore des craintes des républicains concernant le vote par correspondance, le vote électronique, ou bien est-ce que cette fois-ci on est garanti parce que c'est le destin du monde, encore une fois, qui se joue en partie aux États-Unis. Est-ce qu'on est garanti qu'au moins l'élection va se dérouler de façon légale et de la façon la plus propre possible? Ou pas? Malheureusement, il y aura toujours la fraude. C'est une question combien de fraude. Oui. Mais d'abord, je voudrais dire qu'en 2020, on a toujours, les démocrates ont choisi le cabal. L'élite du Parti démocrate a choisi Joe Biden, mais il a dit de rester dans son sous-sol. Oui. D'accord. Il n'a pas bougé. Oui. Et on l'a pas entendu. Il a resté. Il n'a pas fait une campagne en 2020. Et Harris est en train de faire la même chose en fait. Oui. Donc ils ont choisi Harris à la dernière minute, sans élection, et elle sera ordained, comment dire, en 19 août pendant la convention de DNC, convention de le Parti démocrate, en Chicago. Elle sera candidate officielle, oui. Elle sera confirmée candidate officielle et comme sauveur de le pays. Mais il n'y a pas beaucoup de temps, en fait. À la dernière minute, il fabrique ce candidat qui est complètement incompétent, jamais choisi par les propres peuples. Et le vote par correspondance commence en début septembre. Ah bon? Donc, ça, c'est la chose que Trump dit tout le temps. On doit faire plus comme la France. Trump a dit ça cette semaine. On a besoin des élections plus comme la France. Où c'est pendant un jour. Voilà, un dimanche. Et il y a... Et on commence en France à revenir dessus. Identification obligatoire. Oui. Oui. Et vote par correspondance seulement par les gens vraiment justifiés. Non, c'est... En 2020, grâce à COVID, pour les démocrates, ils ont créé cette vote par correspondance le plus grand dans l'histoire du monde, sans précédent aux États-Unis. Et évidemment, ils ont caché de fraude.
Mais on ne peut pas dire ça dans les médias où on est mis à la porte. Bah, ici, en tout cas, on peut Et, le dire sur Radio Courtoisie. C'est très sympa, ça c'est pourquoi j'aime d'être devant avec vous. Donc, il y a elle cache maintenant dans le sous-sol, elle ne donne pas les conférences de presse ou les interviews. Et c'est Trump et J.D. Vance qui profitent de ça, ils expliquent tout ça, ils exposent tout ça, ils dévoilent tout ça. Mais en même temps, il y aura de fraude. Il y aura de fraude quand même. Mais les républicains disent, et le parti, le comité de républicain national dit que ils sont en train d'essayer de limiter tout ça. C'est un grand sujet. Mais le plus grand problème est aux États-Unis, c'est vote par État et les États décident si une identification est obligatoire. Et les États gérés par les démocrates n'ont pas besoin que vous présentez une identification. Donc, évidemment, il y aura des fraudes. Ouais. Et c'est dans les États, les fameux swing states, peut-être que tout se jouera, et on va peut-être y revenir, Paul Wynne. Peut-être d'abord, je crois, Raphaël, vous vouliez aussi interroger notre invité concernant J.D. David Vance, le vice-président, peut-être, si Dieu le veut, vice-président des États-Unis en janvier prochain. Mais en tout cas, il est sur le ticket, comme on dit, Trump-Vance. Est-ce que je peux simplement rebondir sur un point? Bien avant sûr, ça mais je vous en prie. Parce que donc, tout ce qui a été dit est vraiment très intéressant. C'est-à-dire, je pense qu'il faut même oser être plus direct, c'est la triche sera obligatoire du côté démocrate. Ils vont être obligés de trouver des subterfuges multiples, que ce soit lors des élections, lors des campagnes. Ils vont devoir mentir et tricher autant que possible. Parce que quand vous regardiez à l'époque les meetings de Joe Biden, lorsqu'on avait des plans de caméra plus larges, on se rendait compte que les meetings étaient beaucoup plus vides. Et que finalement, il y avait des effets visuels qui étaient mis. Et Kamala Harris, qui est un candidat Oui, mais il n'y avait pas d'engouement. Il n'y avait pas d'engouement. Mais l'engouement, c'est une chose. Mais moi, c'est pour ça que la première question, c'était est-ce qu'on est sur un référendum pour ou contre Trump ? On a l'impression qu'aux États-Unis, beaucoup de gens vont voter contre Trump beaucoup plus qu'ils n'ont voté pour Biden en 2020 ou Harris en 2024. Mais je vous ai coupé la parole. Justement, je vous dis, je pense que ça dépend. Je vais vous parler tout à l'heure de la jeunesse et notamment avec un exemple de streamer qui s'appelle Adin Ross qui a pu mobiliser des centaines de milliers de spectateurs et montrer donc ensuite son soutien ouvert avec Donald Trump. Eh bien, il faut savoir que vous avez donc le camp de Kamala Harris qui a voulu faire la même chose juste après. Ils ont contacté de nombreuses personnalités, dont une personne qui s'appelle Kai Cenat, qui représente vraiment la communauté afro-américaine. Et donc lui, il a déclaré en direct avoir été contacté par l'équipe de Kamala Harris et le Secret Service pour faire une campagne de promotion marketing. Il a refusé. Et il a dénoncé les méthodes du coup de marketing et de communication. Donc c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se mettent à soutenir Donald Trump ouvertement et vous avez un refus de soutien du camp démocrate et de ces techniques-là. Donc ça, pour moi, c'est important. Ensuite, pour les différentes communautés, là, par exemple la communauté afro-américaine aussi, la communauté des latinos est ouvertement pro-Trump. C'est-à-dire que quand vous êtes sur la bordure mexicaine, ces personnes-là ont toujours été en fait majoritairement pro-Trump. Donc c'est un électorat qui va être compliqué à aller chercher pour le camp démocrate. Et ensuite, vous avez la problématique, comme l'a très bien rappelé votre invité, avec le sujet israélo-palestinien. C'est-à-dire que même pour le camp démocrate, vous avez le problème des personnes qui sont pro-Hamas. Et comme il y a un problème d'immigration majeur et aussi une communauté, enfin finalement, les Américains sont très pro-sionistes, eh bien, même là, sur cet angle-là, c'est-à-dire que l'électorat s'effrite. Donc pour moi, avec toute cette situation-là, sachant que les démocrates aussi voulaient faire une dernière chose, c'est qu'il y a énormément de déçus de Trump, initialement. Beaucoup de personnes étaient très déçues de En Donald 2020, Trump. oui. Exactement. Et donc, ils ont, par exemple, ils se sont mis à soutenir Robert Kennedy Jr. Robert Kennedy Jr. représente vraiment un candidat un peu de l'entre-deux, mais depuis qu'il y a eu la tentative d'assassinat contre Trump, le symbole que représente la tentative d'assassinat contre Trump a mobilisé énormément de déçus de Donald Trump pour se dire non, il faut soutenir cette personne parce qu'il a été attaqué. Donc avec ces conditions-là, il faut bien comprendre que le camp démocrate va avoir énormément de problèmes pour avoir un électorat dit naturel, donc la triche va être vraiment obligatoire. Donc ça, c'était juste le point sur lequel je voulais, je pense, rebondir, parce qu'il y a vraiment des phénomènes complètement différents comparés aux précédentes élections. Oui, là, c'est une question, je pense.
qu'il faudrait peut-être expliquer aux auditeurs, ou en tout cas aux auditeurs, mais surtout aux Français, peut-être donner plus de précision sur l'importance de la sélection de J.D. Vance en tant que vice-président, parce que il est inconnu, je pense, au bataillon pour les Français ne le connaissent pas, et pourtant, lorsqu'on regarde les personnalités américaines, que ce soit même un Elon Musk ou un Tucker Carlson, tout le monde a applaudi en expliquant que c'était un excellent choix stratégique. Est-ce que vous pourriez peut-être expliquer qui est ce personnage et ce qu'il représente? Oui, bien sûr. J.D. Vance, c'est une vraie histoire de le rêve américain, en fait. Il était très pauvre. Il vient d'une famille complètement cassée. Pas de père, une mère qui avait des problèmes de drogue. Et il était grandi par ses grands-parents. Il y avait un livre et un film fait de sa vie. Et il a décidé d'aller en armée après lycée. Et il est devenu vraiment soldat dans la marine aux États-Unis. Et après, grâce à ça, il a dit qu'il a reçu les disciplines et les choses comme ça. Donc après, il a commencé de construire sa propre vie. Il est allé à Yale, je crois. Il a vraiment fait les études et il a réussi à entrer à Yale. Et après, je crois qu'il a fini avec les honneurs et a commencé un travail dans l'informatique et l'industrie. Et il était un grand succès. Il est un conservateur, complet, un homme de famille, plus conservateur que Trump. Trump n'était jamais un conservateur. Non, bien sûr. Il était toujours un démocrate quand il était jeune. Bon. Et puis tu es un homme de New York. Mais ses politiques sont conservatives. Oui. Ça, c'est la chose qui est importante. Mais il est plutôt popularisme. Il est plus modéré, en fait. J'ai beaucoup aimé ses réflexions sur la cérémonie d'ouverture des JO en disant « j'ai l'esprit large ». Et ce qui est vrai, il a l'esprit plutôt large. Ouais. Mais là, j'avoue qu'ils ont quand même abusé un peu. Il a abusé un peu. Oui, c'est vrai. Il est marrant. Oui. Il est rigolo. Il utilise le sarcasme. Mais la plupart des Français, malheureusement, n'apprécient pas tout ça parce qu'ils ne voient pas le vrai Donald Trump qui peut être très, très, très dur. Avec ses opposants, ses ennemis, ses adversaires. Il est présenté en France comme Harris le présente, c'est-à-dire comme elle l'a dit, en tant que procureur, c'est un prédateur sexuel. C'est-à-dire que malgré l'attentat, la violence des propos des démocrates est intacte. Hein. Oui, toujours avec le cabal et le média qui soutient 100%. Mais par rapport à J.D. Vance, il est très conservateur. Et c'était en fait une surprise pour beaucoup de républicains parce qu'on croyait que Trump va choisir quelqu'un plus modéré. Mais en fait, j'adore le choix parce que il faut qu'on ait fier d'être les conservateurs. Et les Américains cherchent ça. Par rapport à Walz, c'est une gauche extrême radicale. Mais présenté au public comme quelqu'un de le Midwest avec les valeurs de l'Amérique, excusez-moi, il est pour dépenses et plus des... On parle de Tim Walz, là. Hein? On parle de le colistière de Harris. Et Harris est la même chose. Elle est normalement très extrême, radicale. Elle est focalisée sur le wokisme. Hein. Il y a un auditeur qui dit qu'Kamala Harris est la version woke de Macron. Et Walz aussi. Walz est très woke, c'est-à-dire les progressives radicales qui, pour les problèmes d'éducation et transgenre, qui voudraient abuser les enfants, disent aux enfants que peut-être le médecin a trompé et il a dit que tu es un garçon, mais en fait, tu peux être une fille si tu veux. Et après Walz et Harris, c'est tout pour ça. Et contre les femmes. C'est une guerre contre les femmes quand ils laissent les garçons qu'ils ont confus, ils croient qu'ils sont femmes, dans les vestiaires, partager les vestiaires avec les filles, partager les douches.
et prendre place dans les équipes de femmes. Et ouais, c'est complètement absurde. Ça, il faut que vous l'expliquiez d'ailleurs de plus en plus dans les médias, parce que je vous ai entendu en parler. Alors les journalistes font des gros yeux parce qu'ils disent mais non, Trump c'est l'homme qui méprise les femmes, les démocrates, nous Absolument ils sommes pas. féministes, mais vous dites Trump l'inverse. essaie de protéger des femmes et des enfants. Il y a une pornographie dans les pas juste les lycées, mais les collèges et les primaires aux États-Unis. Il y a des livres qui montrent comment faire l'homosexualité entre deux hommes. Tout, et c'est grotesque. C'est absolument grotesque. Et les gens, il y a plusieurs gouverneurs comme DeSantis en Floride, les États gérés par les républicains qui a arrêté tout ça. Et Trump dit qu'il va arrêter pour tout le pays parce que vraiment, ça c'est le woke, c'est intolérant. Il essaie de forcer tout le monde à utiliser le correct prénom. Non. On n'a pas un problème. Je voudrais dire à tous les auditeurs que la plupart des républicains, y compris moi, on n'a pas un problème avec les choses entre les adultes. Transgender, gay, lesbienne, entre les adultes, on s'en fout. Ouais. Mais quand ça attaque Les enfants. C'est une ligne, il ne faut pas traverser. Vous avez raison. Je ne devrais pas le dire, si je peux le dire, même si on est censé avoir cette objectivité. Peut-être la dernière question, il nous reste 5 minutes. Moi, j'aimerais qu'on revienne, et c'est quand même important, la qualité de ces élections ou la limitation des fraudes. Qu'est-ce qui va se passer si à nouveau, comme en 2020, l'Amérique découvre qu'en pleine nuit, les résultats vont s'inverser à nouveau, les ordinateurs vont s'éteindre et puis se rallumer. Est-ce que l'Amérique, vous le dites, jamais les deux Amériques n'ont été aussi en conflit l'une avec l'autre, est-ce qu'il y a un risque de guerre civile demain si, par exemple, les fraudes sont à nouveau massives et avérées? Est-ce que Trump acceptera encore une fois, parce qu'il l'a accepté finalement, même si pendant 4 ans il a dit qu'il y avait eu des fraudes, il n'a rien fait pour aller contre ce qui s'est déroulé, en tout cas au-delà d'une parole politique. Est-ce que cette fois-ci ça pourrait aller plus loin? Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'on rentre dans une zone de grand danger à l'automne aux États-Unis? Si Trump gagne, oui. La violence vient seulement de la gauche. Okay. La violence ne vient pas de la droite. Les médias ont utilisé 6 janvier comme une preuve que la violence vient de les racistes blancs, républicains. C'est complètement faux. 6 janvier, oui, il y avait quelques gens qui ont mérité la prison. Oui, il y avait quelques, mais pas beaucoup. Madame Babbitt méritait peut-être pas quand même la balle qu'elle a prise dans la tête au Capitole et dont on rappelle que celui qui lui a tiré dessus n'a jamais été mis en cause judiciairement. Par exemple, oui, le seul qui était tué 6 janvier, c'était les républicains. Il y avait 3 en fait, pas Ashley Babbitt, mais 2 autres, d'ailleurs, que tous les médias oublient. Il y avait 3. Ils étaient tués. Ashley Babbitt, c'était un vétéran. Enrobé avec un drapeau américain, sans armes, tué dans le Capitole. Et il y avait 2 autres tués à cause de les crises cardiaques après les tear gas, comment on dit ça? J'ai oublié tout le temps. Gaz. Les gaz. Lacrymogène, oui. Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? Il reste 3 minutes pour conclure, 3 minutes pour conclure. Trump va gagner et il y aura de violence, malheureusement. Il y avait toujours la violence par la gauche après une républicaine gagne. Si Harris gagne, il n'y aura pas la violence. Même si l'élection est considérée comme volée? Même, parce que le droit n'est pas violent. Et bien sûr, il y aura des problèmes juridiques. Les cas, on va disputer les résultats parce qu'il y aura de fraude. Mais on a le droit de disputer les résultats. Ce n'est pas illégal. Les démocrates de disputer les résultats chaque fois que
ils ont perdu les élections. Clinton, Bush, par exemple. Clinton en 2016, Floride, Gore en quelle année? 2000. Donc, à mon avis, pour conclure, merci pour l'invitation, merci pour l'occasion de m'exprimer. Merci à vous. C'est assez rare pour moi, donc j'apprécie beaucoup. Je pose aux auditeurs, je dis aux auditeurs de, s'il vous plaît, faire votre propre recherche, croire pas dans le média partisan qui est en train d'adorer Kamala Harris et Waltz, le ticket le plus gauche dans l'histoire des États-Unis, marxiste. Donne Trump au moins l'idée. Donne-lui une chance. Écoutez Trump et les républicains un peu plus et peut-être on peut retourner à l'Amérique plus sécure, moins des problèmes d'inflation, un militaire qui est plus fort, un monde qui est plus paix. De plus en paix, parce que c'est un sujet qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, évidemment, c'est en quoi l'élection de Trump changerait probablement, et ça j'en suis certain, beaucoup de choses sur le plan mondial, que ce soit au Moyen-Orient, que ce soit à l'est de l'Europe, ou même en Corée ou en Chine. Ça, c'est une certitude. Merci beaucoup, Paul Rine, de ce passage sur Radio Courtoisie. Merci, Raphaël, pour toutes ces analyses extrêmement complètes et détaillées qui ont permis à cette émission aussi de gagner à la fois, pas en sérieux, mais en tout cas en précision. Et ça, on vous remercie beaucoup pour la justesse de ces analyses et le côté fouillé de ces analyses. Merci, Raphaël, beaucoup. Et puis, merci à tous. Merci, je rappelle quand même, Patrick qui est venu spécialement, et Virginie. Et puis, on va se retrouver, en fait, dans la prochaine émission de Controverse avec un autre invité, chers auditeurs. Alors, à tout de suite, sur Radio Courtoisie, toujours, bien sûr. Vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument. Nos élites déroulent leurs plans contre nous. Mais nous aussi on a des plans contre eux. Déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.